Bienvenue à toutes et tous pour ce sixième débat online prospectif, des débats Dessine-moi 2050 organisé par le Cercle Vulnérabilité et Société et dédié ce soir à la santé mentale. Alors, pour introduire un petit peu le sujet, une personne sur deux dans le monde a connu une altération de sa santé mentale pendant la crise sanitaire. En 2021, une enquête réalisée par Santé publique France a constaté l'impact de la crise sur les phénomènes d'isolement et d'angoisse. Plus d'un tiers des personnes interrogées ont pu présenter un état anxieux ou dépressif. En France, de manière générale, les troubles mentaux représentent le premier poste de dépense de l'assurance maladie. Et au-delà du coût économique, évidemment, les conséquences sociales sont énormes. Ce soir, avec nos invités, nous allons donc tenter de dresser quelques constats pour mieux éclairer l'avenir, car si la crise sanitaire a rappelé toute l'importance de la santé mentale, tant sur le plan individuel que collectif, alors on peut se poser la question des enseignements à tirer pour le monde qui vient, plus incertain, plus contraint, avec sans doute l'augmentation d'événements extrêmes liés au changement climatique. Dès lors, quels sont les enjeux, les solutions à mettre en œuvre? Quel est le rôle des entreprises? Quelle est la volonté des pouvoirs publics sur ce sujet majeur de santé publique? Et pour en parler et répondre à ces questions ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur Philippe Dacosta. Vous êtes le président de cette grande, belle maison qu'est la Croix-Rouge française, au sein de laquelle vous êtes engagé depuis maintenant de nombreuses années, 1979, j'ai cru lire. Et la santé mentale figure parmi les 3 grandes priorités de votre mandat de président. Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Philippe Amotte, vous êtes consultante, coach, formatrice et père aidante en entreprise, spécialisée sur les questions de santé mentale et de handicap psychique. Vous accompagnez donc les salariés concernés par les troubles psychiques. Vous formez les dirigeants et les managers à ces questions. Alors, pour ceux qui l'ignorent, père aidante, ça signifie que, Philippa, vous avez un savoir expérientiel, c'est-à-dire que concrètement, pour exercer votre métier, vous vous appuyez en partie, évidemment, sur votre vécu, votre expérience d'une personne vivant avec un trouble psychique. Vous nous en direz sans doute un peu plus tout à l'heure. Et j'ajoute que vous allez bientôt publier un second livre dont le titre provisoire et que je trouve très évocateur est, ouvrez les guillemets, « Et c'est moi qu'on enferme ». À tout à l'heure et merci d'être là, Philippa. Docteur Jean-Victor Blanc, également avec nous. Vous êtes médecin psychiatre à l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Vous êtes spécialisé dans la prise en charge des nouvelles addictions et du trouble bipolaire et très, très engagé dans la lutte contre la stigmatisation des troubles mentaux. Vous êtes l'auteur d'un ouvrage intitulé « Pop et Psy, comment la pop culture nous aide à comprendre les troubles psychiques » aux éditions Plomb. C'est un ouvrage donc, qui décode les troubles psychiques à l'aide de films et de déclarations de célébrités, si j'ai bien compris, des déclarations de plus en plus nombreuses de célébrités qui sont donc issues de la pop culture. Et plus récemment, vous avez publié « Addict » au pluriel pour mieux comprendre les nouvelles addictions et s'en libérer. Sandrine Broutin, je ne sais pas, alors est-ce que… Non. Ah, Amélie Verdier, vous êtes arrivée. Je m'en réjouis. À tout de suite. Je continue ma présentation. Sandrine Broutin, vous êtes donc la directrice générale de l'Œuvre Falleret, qui est une association âgée de quasiment 2 siècles, qui promeut la bonne santé mentale et qui accueille aujourd'hui, au sein de ses établissements et services, plus de 3200 adultes et enfants qui souffrent de troubles psychiques ou qui sont en difficulté psychosociale et que vous accompagnez de manière individualisée et dans la durée, avec évidemment comme seul objectif de les aider à se rétablir. Merci d'être avec nous ce soir. Et enfin, je présente Madame Amélie Verdier. Vous êtes directrice générale de l'Agence régionale de santé Île-de-France. Donc, votre mission, c'est par définition de mettre en œuvre dans la région la politique définie par le ministère de la Santé. Et ça va de la prévention aux soins jusqu'à l'accompagnement médico-social. Merci également d'être avec nous ce soir pour nous éclairer sur l'action des pouvoirs publics en matière de santé mentale.
Voilà pour la présentation de nos invités, et à celles et ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à poser vos questions dans le fil. Nos invités y répondront à la fin de ce débat. Pour commencer, de quoi parlons-nous? Parce que moi, j'ai dans la tête dépression, phobie, troubles anxieux, de l'alimentation, troubles addictifs, troubles bipolaires, schizophrénie. Donc, pour commencer, docteur Jean-Victor Blanc, est-ce que vous pouvez nous aider à mieux comprendre ce que c'est que la santé mentale, c'est-à-dire à la définir, en nous expliquant ses déterminants et en nous précisant s'il y a des catégories de population qui sont ou non plus à risque? Jean-Victor Blanc. Merci, merci pour l'invitation, et c'est une très vaste question. Je vais essayer de faire une réponse assez concise. Bon, la santé mentale, si on prend la définition de l'OMS, donc qui est très ambitieuse, c'est un état dans lequel on n'est pas du tout entravé en raison d'un trouble psychique, mais même au-delà, on ne ressent pas d'émotions négatives et on est dans un état de sécurité, de bonheur et de satisfaction personnelle. Bon, si on prend ça comme maître étalon, c'est sûr que ça va être compliqué de se dire qu'on est tous en bonne santé tout le temps. À l'envers de ça, et dans le spectre, on va dire, de la santé mentale, à l'autre bout, on va définir ce que sont les troubles psychiques, dont font l'objet de la spécialité, donc la psychiatrie, qui est la médecine des troubles psychiques. Ça va être un ensemble de pathologies donc, que vous avez décrites. Bon, là, on n'aura pas le temps de définir chacune, mais l'idée et leur dénominateur commun va être le fait que à un moment, ce sont des pathologies, des troubles qui touchent le cerveau et qui empêchent l'individu finalement dans sa vie quotidienne, qui génèrent une détresse et qui l'empêchent de faire en gros ce qu'il a envie ou ce qu'il souhaiterait ou ce que la société, et donc on voit que déjà que ça induit quelque chose d'assez large, souhaiterait qu'il fasse. Donc voilà pour le définir d'une manière un peu schématique malheureusement, mais de toute façon, je pense que tous les échanges, on va pouvoir revenir et apporter un peu de nuances là-dessus. Merci. Alors, sur ma deuxième question, qui était la question sur est-ce qu'il y a des catégories de population qui sont plus à risque? Effectivement, merci de me l'avoir rappelé. Effectivement, on sait que, et là aussi, c'est ce qui est à la fois passionnant quand on étudie la santé mentale, c'est qu'on va être à l'intersection entre à la fois des vulnérabilités individuelles dont on peut hériter donc d'origine génétique, mais pas que. Si on a des personnes qui ont des troubles psychiques dans sa famille, on est soi-même plus à risque. Et ensuite, des facteurs beaucoup plus systémiques et sociologiques. On sait par exemple que tout ce qui va être minorité, tout ce qui va être les femmes également, les personnes racisées, les personnes d'orientation sexuelle non hétérosexuelle, les personnes précaires, donc en fait toutes les personnes qui ont pour des raisons systémiques, qui sont plus en but à de l'exclusion ou une certaine marginalité ou des violences systémiques, que ce soit le racisme ou autre, sont plus à risque de développer des troubles psychiques. Et ça, c'est pour ça c'est bien de poser la question dès le début, parce que c'est souvent, je trouve, une question qui est un peu évacuée. Or, elle est assez centrale quand on exerce en psychiatrie. Merci Jean-Victor Blanc. Amélie Verdier, vous venez d'arriver à la tête de l'Agence régionale d'Île-de-France, enfin il y a un an. Ça fait un an. Voilà, un an. Mais non, tout ça pour dire que vous n'avez pas vécu de front à la tête de l'ARS, on va dire le gros de la crise sanitaire. Pour autant, vous en avez été une observatrice. Est-ce que la crise sanitaire d'ailleurs qui dure toujours, hein, mais est-ce qu'elle a été révélatrice de vulnérabilités cachées en matière de santé mentale? Et est-ce que de votre point de vue, ça a été un accélérateur de prise de conscience sur ces enjeux de santé mentale de la part des pouvoirs publics? Bonjour à tous et désolée de ce retard, j'ai eu un petit problème de connexion par téléphone, mais voilà, je rentre dans le vif du sujet. Donc oui, je tiquais parce que ça fait effectivement quand même un peu plus d'un an que je suis à la tête de l'ARS Île-de-France, mais c'est vrai, j'ai vécu la crise Covid d'abord d'ailleurs et ensuite, voilà, à partir de la 4e vague, comme on dit.
pour répondre directement à votre question, d'abord, c'est quelque chose qu'on débat pas mal au sein de l'agence dans cette période, parce que d'un certain point de vue, j'ai envie de vous dire qu'on n'a quand même pas découvert qu'il y avait des difficultés dans la population francilienne. Et on ne peut pas complètement dire que la crise Covid ait dévoilé le fait qu'il y ait des populations qui soient effectivement à la fois, comme ça vient d'être dit, plus à risque ou plus vulnérables et une moins de capacité à y faire face, parce que c'est aussi ça qui nous importe. C'est aussi d'avoir une action proportionnée, en fait, détecter les difficultés et agir en face, qu'il y a des déterminants qui viennent d'être rappelés, des facteurs de fragilité qu'on n'a pas découverts avec la crise. Et à côté de ça, moi, j'ai envie de rebondir un peu sur ce que vous avez dit, en fait, entre la bonne santé mentale version OMS et les troubles psychiques caractérisés. Ce qui est assez certain, c'est que la crise a fait prendre conscience à certains d'écart au bon modèle de bonne santé mentale peut-être plus net ou de vulnérabilité qui se serait peut-être déclenché à d'autres moments, mais qu'on a vu quand même de manière beaucoup plus nette. Et donc, ce qui est vrai que la crise a révélé, je pense, c'est une forme de prise de conscience pour le grand public. Alors, on le dit un petit peu en souriant, mais qu'effectivement, on a tous une santé mentale et que ça fait partie de la bonne santé que d'être en bonne santé mentale, parce que ce que cette crise, dans ses effets directs et indirects, y compris les réponses que les agences sanitaires, bras armés du ministère, comme vous l'avez rappelé, ont mises en place, le confinement, les limitations de circulation, etc., ont eu des impacts et des impacts différenciés selon les populations, quoi. Voilà. Donc, ça a été en fait, encore une fois, un révélateur de choses qu'on savait peut-être déjà, mais qui se sont plus vues, avec également, ce qui me semblait important, tous les facteurs indirects qui agissent sur la santé mentale, l'urbanisme, les transports, les conditions de vie. Donc, c'est des choses auxquelles on avait déjà peut-être réfléchi, mais qui nous avaient moins frappé de plein fouet. Pour dire les choses, avec des choses assez concrètes qu'on a pu mesurer. Voilà, et je voulais citer quelques exemples, y compris de choses et d'actions qui se sont mises en place avec la crise, y compris sur des initiatives de terrain. Par exemple, le CLSM de Rosny-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis, qui a mis en place un réseau de lanceurs d'alerte en santé mentale. L'idée étant de se dire qu'en fait, on a quand même la chance d'avoir un certain nombre d'acteurs qui agissent auprès des populations les plus vulnérables et qu'il y avait une action spécifique à faire, et c'est l'action de plusieurs CLSM d'ailleurs, en santé mentale, ce qui se faisait pour le coup peut-être pas, ou en tout cas moins. Donc c'est aussi ce qu'on a l'habitude de dire, c'est à la fois la crise nous a révélé des choses ou peut-être fait prendre conscience plus nettement de choses et que c'est un prompteur aussi pour l'action. Voilà, j'insistais sur cette dimension de santé urbaine. On reviendra sur les actions. On reviendra sur les actions. Pour l'instant, on essaie de balayer un peu le constat. Sandrine Broutin, vous êtes à la tête de l'œuvre Falleret qui gère des établissements et services dédiés. Il y a la crise de l'hôpital, pénurie des métiers, crise de la démographie médicale, l'augmentation des troubles liés aussi à la crise sanitaire. Comment est-ce que le secteur médico-social, comment est-ce que vous faites face aux besoins qui paraissent être croissants aujourd'hui? Bonjour Édouard et merci de m'avoir invité ce soir. Tu as rappelé en préambule des chiffres impressionnants sur la santé mentale, 13 millions de personnes concernées par une problématique de santé mentale, une personne sur 3 qui potentiellement sera touchée par un trouble psychique au cours de sa vie. C'est presque chaque année 2 millions de Français pris en charge en psychiatrie, et malgré l'importance de ce sujet de santé publique, nous assistons actuellement à une crise structurelle qui dure et s'intensifie depuis de nombreuses années, qui met à mal l'ensemble des acteurs du secteur hospitalier, en particulier la psychiatrie, mais pas seulement. Et je crois qu'aujourd'hui, on ne peut plus se permettre d'avoir une approche sectorielle de ces sujets, car nous vivons une crise sociale profonde, et sans vouloir dresser un tableau trop noir, nous sommes en train de connaître de véritables phénomènes d'effondrement dans les secteurs de la santé, du social, de l'éducation, de la justice, même de la culture dans certains domaines, et le secteur du médico-social n'y échappe pas.
Le contexte est tendu pour les établissements et les services médico-sociaux, en particulier depuis la crise sanitaire, mais ça ne date pas non plus de la crise. Hein. On observe un mouvement de désaffection du secteur qui peine à attirer des candidats pour occuper des postes qualifiés de difficiles, éprouvants physiquement et mentalement, qui sont encore mal reconnus, faiblement rémunérés. Et le secteur médico-social, s'il occupe une place importante sur le sujet du handicap et notamment du handicap psychique, de nombreux acteurs, hein, tels que l'œuvre Falleret sur le territoire national, concourent au parcours de soins et d'accompagnement des personnes qui vivent avec un trouble de santé psychique. Mais cette place importante, je pense qu'il est important de le rappeler, ne veut pas dire place immuable. Et on voit plusieurs remises en cause de son modèle de gouvernance, d'organisation ces dernières années. Donc, je pense à la désinstitutionnalisation, le virage inclusif, les questions de transformation de l'offre. Aujourd'hui, la personne accompagnée, et c'est heureux, souhaite véritablement être pleinement actrice de son accompagnement dans une logique de reconnaissance de sa citoyenneté, des droits qui s'y attachent. Voilà. Et donc, effectivement, la santé mentale a ce site particulier qu'elle est transversale. C'est un continuum qui va du bien-être, Jean-Victor l'a redit, du bien-être à la pathologie psychiatrique, celle-ci pouvant conduire à une situation de handicap à un moment donné, mais la dimension humaine, elle est omniprésente. C'est un sujet qui concerne tout le monde, on l'a encore redit. Alors, c'est vrai que c'est le leitmotiv de l'œuvre Falleret depuis 2 siècles, hein, que la personne, effectivement, on promeut la bonne santé mentale, de dire que chacun a une santé mentale, et s'il y a bien quelque chose qui a émergé depuis cette crise, c'est que je crois que c'est cette prise de conscience, hein, que chacun a une santé mentale, et que quel que soit à tous les âges de la vie, que ce soit dans la sphère privée ou dans la sphère professionnelle, chacun est susceptible de trébucher, de développer un trouble plus ou moins sévère et plus ou moins durable. Donc la santé mentale, clairement, aujourd'hui, ne peut plus être l'affaire de la seule psychiatrie, de la même manière qu'elle ne pourra pas être l'affaire du seul secteur médico-social. Je pense que c'est devenu un sujet transversal et qu'il faut en tenir compte dans toutes les politiques publiques, que ce soit la politique de la ville, les politiques de santé au sens large, l'éducation, la justice, le monde du travail. C'est devenu un sujet sociétal. Et d'ailleurs, la société civile s'en empare. On voit apparaître de nombreuses initiatives, hein, encore assez parcellaires, mais qui me semble néanmoins utile de souligner, voire indispensable de bien repérer et de soutenir. On y reviendra certainement tout à l'heure. On va y revenir. Merci beaucoup. On va y revenir. Philippa Motte, je l'ai évoqué tout à l'heure en introduction, vous avez fait l'expérience d'un trouble psychique. Quel regard, vous, en tant que personne concernée, vous portez aujourd'hui sur la prise en compte de la santé mentale et la prise en charge des malades? Et puis, la manière peut-être dont ça a évolué, y compris dans le débat public. Moi, vu de l'extérieur, c'est très intéressant parce que ça m'est arrivé pour la première fois à l'âge de 20 ans. J'en ai 43, très bientôt 44. Et à l'époque où ça m'est arrivé, c'était un non-sujet de société. C'est-à-dire, c'est au-delà du tabou. Ça n'existait pas, on n'en parlait pas. Et donc là, puis j'ai cheminé comme ça jusqu'à ce que ça devienne mon métier. Donc, à un moment, ça fait une dizaine d'années que je travaille dans ce champ-là. Et j'ai le sentiment qu'on est à un stade de réveil des consciences de quelque chose, d'une problématique qui existe depuis très longtemps, et on part de loin quand même. Et c'est vrai que moi, quand je suis tombée malade à l'âge de 20 ans, j'ai eu une très, très mauvaise expérience de la prise en charge psychiatrique avec des méthodes très lourdes d'isolement, de contention, de contrainte, qui sont des méthodes qui existent encore et de nos jours, et je crois qu'il y a peu de gens qui savent ça, et je crois que la brutalité et les limites de la réponse que j'ai eue à cette époque-là, et en partie est un levier très important de mon engagement personnel et professionnel sur ce sujet. L'approche qui prévaut depuis quand même longtemps maintenant, c'est une approche qui est très clinique, qui est basée sur le système de diagnostic
en face duquel doit être mis en place un certain nombre de traitements médicaux. Et moi, quand ça m'est arrivé, c'est dans un contexte social qui était extrêmement stigmatisant. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a quand même des choses qui évoluent. Et c'est vrai qu'il semble que la crise Covid ait mis un coup d'accélérateur et un coup de projecteur sur le fait que c'est un enjeu de société considérable, un enjeu de santé publique considérable. Mais ça, voilà, moi, ça fait 10 ans que j'ai des chiffres qui sont toujours les mêmes. Donc, en fait, tous les constats qu'on fait maintenant et que dont le grand public semble s'emparer, en fait, ils existent depuis très longtemps. Et il y a quand même une évolution intéressante qui est en route et qui est en route depuis une dizaine d'années, voire même peut-être un peu plus, et qui est portée à la fois par des associations, par la société civile, par des acteurs du secteur sanitaire, du secteur médico-social, et qui sont aussi de plus en plus inscrites dans les textes officiels et qui donc déplacent un petit peu l'accompagnement uniquement clinique et chimique des gens, et qui reconnaît l'importance de remettre les personnes concernées au centre de leur parcours, de leur donner du pouvoir d'agir, de leur permettre de reconquérir leurs ressources malgré l'existence d'un trouble et de pouvoir s'appuyer sur leurs pairs. C'est ce qu'on appelle l'accompagnement autour des valeurs et des pratiques du rétablissement et de la réhabilitation psychosociale. Et tout ça, ça fait quand même beaucoup évoluer le paradigme des méthodologies, enfin, les méthodologies d'accompagnement, la manière dont c'est pensé, et puis le devenir potentiel des personnes. Parce qu'aujourd'hui, il y a des problématiques qui deviennent chroniques et il est fort probable que ça pourrait évoluer autrement si on accompagnait les gens autrement. Et donc, moi, mon regard aujourd'hui, c'est celui de quelqu'un qui est optimiste, parce que même s'il y a beaucoup de freins, il y a aussi beaucoup d'initiatives intéressantes et une nouvelle manière de penser les choses qu'il faut accompagner. Et ce qui a de caractéristique, c'est qu'elle redonne du pouvoir, de la confiance aux personnes qui sont concernées. Et c'est vrai qu'en tant que personne concernée, moi, je peux en témoigner. En fait, ce dont ont besoin les gens quand ils sont en souffrance psychique, c'est éventuellement d'un traitement médicamenteux, mais c'est aussi de pouvoir se reconnecter à leurs ressources, mettre en place des stratégies personnelles qui vont leur permettre d'avoir les rênes sur leur parcours et de poursuivre leur vie dans les meilleures conditions possibles, malgré l'existence de cette fragilité. Merci beaucoup Philippa. Pour clore cette partie constat, est-ce qu'il y a quelque chose à dire sur qui n'est pas uniquement, je vois bien, négatif, hein, ça avance, peut-être pas à la vitesse souhaitée, mais ça avance. Est-ce qu'il y a quelque chose à dire, Amélie Verdier ou Philippe Dacosta, sur la santé mentale des soignants? Est-ce qu'on sait des choses sur la santé mentale des soignants, des accompagnants, des bénévoles, où on n'a pas de données particulières? Madame Verdier, peut-être, et puis je veux bien ensuite prendre la parole pour la Croix-Rouge. Très bien, comme vous n'étiez pas encore intervenu, je vous laisse. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a des soignants et des bénévoles, mais je parlerai peut-être pour ce qui me concerne plus des soignants, clairement, des soignants qui ont été particulièrement éprouvés. Et comme souvent, c'est un phénomène, je pense, bien connu. C'est presque à distance de la crise qu'on s'en rend le mieux compte, puisque voilà, au cœur du printemps 2020, les soignants, ils étaient sans se poser de questions au maximum, et c'est en fait aussi à distance qu'il y a eu plus d'effets. Je n'ai pas forcément de chiffres là à vous donner. Ce que je sais, nous avons fait en région Île-de-France des états généraux des ressources humaines en santé jeudi dernier à l'université de Créteil, et j'ai eu à cœur de faire intervenir des syndicats d'étudiants, en fait, pour expliquer aussi ce qu'ils vivaient. Et donc, ça m'a beaucoup frappé de voir qu'il y avait des chiffres qui correspondent assez à ceux que vous avez donnés, hein, mais beaucoup d'étudiants, et enfin avec des chiffres, puisque c'est des enquêtes qu'ils font tous les ans, d'étudiants en santé qui ont déjà avancé dans leur formation, hein, qui ont fait des stages, etc., dont les troubles augmentent. Je ne suis pas sûre qu'il y ait d'enquête en tant que telle sur ce qu'on qualifierait, avec toutes les nuances que le docteur Blanc a mentionnées, hein, de santé mentale des soignants qui existent. Moi, je parlerai un peu, là aussi, d'accélération de phénomènes qu'on avait vus auparavant, c'est-à-dire des risques de décrochage et de moments où on n'arrive plus à faire face à la difficulté de la tâche, au fait
on perd un peu le sens de ce qu'on fait compte tenu de, je dirais, des manques de ressources humaines. Hein. Je voudrais redire ici que le sujet n'est pas tellement un sujet financier, c'est vraiment qu'on a des postes vacants qu'on essaie de pourvoir par beaucoup de moyens. Et simplement pour finir de répondre et passer la parole à Philippe Dacosta, ce qui me frappe quand même, c'est que ça frappe plus certaines spécialités que d'autres. Peut-être plus exposées à des situations très délicates. Donc, en psychiatrie, hein, très clairement, avec un taux de vacances particulièrement élevé là, sur la période la plus récente, sur les postes de médecins, notamment psychiatres, donc qui est vraiment très, très élevé. Alors même qu'en Île-de-France, pardon, on a une densité de psychiatres qui est en moyenne supérieure à la moyenne nationale, mais hyper concentrée à Paris. Et donc, en fait, probablement, des soignants plutôt dans des départements périphériques ont été extrêmement exposés et qui, pour certains, ont changé de vie. Hein. C'est un phénomène qui a beaucoup été décrit. Donc voilà, on le voit beaucoup en psychiatrie. On le voit aussi en pédiatrie. Et moi, c'est quelque chose qui me frappe beaucoup quand j'échange avec les personnels hospitaliers. C'est qu'ils voient de plus en plus d'enfants, même pas de jeunes ados, hein, d'enfants avec des troubles, et que c'est très difficile à vivre pour des personnels qui n'ont pas forcément été formés à cela. Peut-être pour poursuivre les propos de Mme Verrier, il y a une sorte de paradoxe à la fois de mise au devant de la scène des métiers du social et du médico-social ou de l'accompagnement social en général, et en même temps une vraie crise d'attractivité des métiers qui s'est accélérée en l'espace de 12 ans. D'ailleurs, nos secteurs ne sont pas les seuls, hein. D'autres secteurs sont concernés par cette question de l'attractivité des métiers. Peut-être du point de vue de la Croix-Rouge française, ce que ça révèle, c'est la nécessité de prendre soin de nous, en ce qui nous concerne, notre communauté de volontaires. Ce qu'on appelle volontaires, c'est à la fois les salariés, c'est aussi, bien entendu, nos bénévoles et nos étudiants, puisqu'on a près de 20 000 étudiants au métier du soin et de la santé. Et sur ces 100 000 acteurs, ça devient une priorité absolue, c'est-à-dire ce bien-être et cette recherche de bien-être. C'est-à-dire que la condition pour exercer leur engagement passe par cette question de la santé mentale. Ils doivent pouvoir vivre leur engagement professionnel ou bénévole dans un environnement dans lequel la question de la sérénité, de la protection et de la bienveillance doivent trouver toute une place, ce qui n'est pas évident non plus parce que la tension est très forte, parce que la pression est grande, et on l'a vécu au travers de la gestion, ne serait-ce que de la crise sanitaire dans laquelle nous sommes encore. Peut-être 2 mots pour accompagner nos volontaires. On a essayé à la Croix-Rouge française depuis maintenant 2 ans de déployer dans notre réseau, on est présent sur l'ensemble du territoire, ce qu'on appelle des référents territoriaux soutien psychologique, qui accompagnent ainsi les structures de la Croix-Rouge au quotidien, ce soit en situation d'exception ou en situation naturelle, je dirais, et qui ont pour but de proposer en fait un meilleur accompagnement, un meilleur soutien aux personnes accueillies, aux personnes secourues, aux personnes accompagnées. Et on voit bien les effets que ça produit, c'est-à-dire qu'on remet là l'importance de la relation et l'importance de l'humain qui est juste essentiel pour une institution comme la nôtre. Et puis, dans cette phase-là aussi, pour aller dans le sens de votre question, l'idée de prendre soin des acteurs de la santé eux-mêmes. C'est-à-dire faire de la santé mentale des acteurs de la santé une priorité. C'est ce que je fais moi depuis 1 an, à la fois du point de vue des instances, du conseil d'administration en passant par les équipes locales, en renforçant notamment toute la question du parcours de formation, à la fois en formation initiale, continue et tout au long de la vie d'engagement, mais je pense que ça dépasse largement l'engagement à la Croix-Rouge. C'est un vrai défi, je pense, pour la façon dont on aborde ces débats-là dans notre société. La nécessité aussi d'évaluer, de prendre en considération les besoins spécifiques des acteurs de la santé, c'est-à-dire qu'en matière de santé mentale et de soutien psychosocial, de reconnaître ce besoin-là, ça a été dit par les intervenants qui sont exprimés avant moi, et puis la nécessité finalement d'encourager tous les dispositifs qui favorisent le bien-être de ces acteurs de santé. Beaucoup d'initiatives sont prises, moi j'en suis le témoin à la fois au sein d'institutions, mais sur le plan des territoires, les initiatives dans les territoires, et puis en fait, de manière plus générale, je pense qu'à chaque niveau, la nécessité de coordonner, de superviser, de pouvoir prendre en compte les situations stressantes et l'accomplissement des missions. Je pense que ça, c'est un des éléments qui sont la conséquence aussi des crises que nous sommes en train de vivre. Bien. Alors, merci Philippe Dacosta. Je vais vous redonner la parole pour que là, on rentre dans un exercice un peu de projection. Donc, à horizon 2030-2050, puisque
la santé mentale est une priorité de votre mandat. Est-ce que vous pouvez nous dire, alors, un peu plus brièvement, quels sont les grands risques auxquels on pourrait faire face si finalement on ne met pas les moyens, on ne relève pas le défi de la santé mentale? Écoutez, Quels sont les grands risques que vous avez identifiés? absolument. On a fait un travail prospectif avec le soutien Futurible à horizon 2019-2020 qui nous projetait à la fois sur la crise environnementale, mais sur un univers, un horizon de crise qui, en fait, d'une certaine façon, révèle des vulnérabilités. Ce que nous pensons, c'est qu'on rentre non plus dans un monde de transition, mais dans un monde de rupture, et qu'on a face à nous un univers de crise écosystémique, dans lequel la dimension climatique, la dimension sanitaire, les risques industriels, voire les risques naturels, de catastrophes naturelles, s'enchaînent les uns les autres. On y ajoutera facilement les conséquences d'une guerre aux portes de l'Europe, avec ce que ça a comme effet sur nos enfants, sur la jeunesse et sur les adultes. Et donc, tout ça crée un fort impact sur le bien-être psychologique et sur les questions de santé mentale. On le voit bien, quand on illustre avec la crise de la Covid-19, on a les enquêtes de Santé publique France montrent qu'un tiers des personnes ont pu présenter un état anxieux ou dépressif. On voit que pour nous, 62% de l'activité Croix-Rouge écoute, l'activité a augmenté de 62% entre 2019 et 2020. Finalement, cet univers de rupture et de peut-être une difficulté de projection, vous savez, il y a ce beau mot de projet. On a eu des générations qui se projetaient aisément. Là, on est dans une rupture de projection et c'est sans doute ça qui voit aussi l'émergence de l'éco-anxiété, en particulier chez nos jeunes. On voit dans les enquêtes que plus de la moitié se sentent en colère, coupable ou impuissant face à ces problèmes-là. Et donc, ce que je veux exprimer à travers mon propos, c'est aussi d'avoir une action volontariste et de devoir nous y préparer, devoir y faire face. Et on voit bien qu'une personne sur 5 par an est touchée en France par des phénomènes de type de crise, et plus de 5% de demandes en soins psychiatriques augmentent chaque année. Donc, c'est des crises qui révèlent finalement nos vulnérabilités partagées. C'est-à-dire, ces vulnérabilités, elles ont, et notamment la crise de la Covid l'a démontré, la notion de vulnérabilité partagée a trouvé toute sa place. Nous sommes tous vulnérables, et notamment en matière de bien-être psychologique et puis en matière de santé mentale. D'où notre approche de la stratégie 2030, qui pour nous est fondée sur 3 grandes questions liées à la résilience, au renforcement des capacités, à la fois avant, pendant et après la crise, qui passe, nous semble-t-il, par les questions de prévention, d'éducation. Alors, on va y venir ça. Voilà. On va y venir tout à l'heure sur les propositions. Jean-Victor Blanc, Philippe Dacosta vient d'évoquer, finalement, il a parlé d'éco-anxiété. Vous pratiquez, vous recevez. Donc, compte tenu des crises qui se succèdent, est-ce qu'il y a des nouveaux troubles qui apparaissent? Et si j'ose dire, est-ce que ça vous inquiète? Micro. Ouais. Vous avez entendu la question? Oui, j'ai très bien entendu la question. C'est des questions qui sont très intéressantes. Alors, il faut repréciser justement quand on parlait du spectre de la santé mentale, l'éco-anxiété aujourd'hui, c'est pas considéré comme un trouble psychiatrique. L'éco-anxiété, donc tout ce qui va être le fait de ressentir des émotions négatives, donc que ce soit de la tristesse, de l'anxiété ou de la nostalgie vis-à-vis du changement climatique auquel on fait face, ce serait tentant, mais ce serait dangereux de le psychiatriser dans le sens où ça correspond aussi à une réaction quelque part normale ou attendue face à des événements qu'on traverse collectivement, et il ne s'agirait pas de transformer ça en personne malade, entre guillemets, ou délirante ou inadaptée. Donc, l'éco-anxiété, c'est à la fois un fait de société aujourd'hui plus qu'un vrai trouble psychique, dans le sens où la réponse, elle doit être collective, elle doit être politique, elle doit être institutionnelle, elle doit être écologique, avant d'être médicale et psychiatrique, et encore moins médicamenteuse, même si
Et c'est ça qui fait le sel quelque part et le charme aussi de la santé mentale. À l'intérieur de ça, on sait que les personnes qui vont par exemple être atteintes d'épisodes dépressifs, mais également les personnes atteintes d'épisodes délirants, l'ambiance, on va dire, et l'environnement va teinter un peu leurs angoisses et leurs délires. Donc, on peut avoir des personnes qui font une mélancolie délirante sur le thème de l'éco-anxiété. Donc, il faut bien distinguer un peu les deux cas de figure. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de nouvelles pathologies en psychiatrie. Ceci dit, et c'est ce qui fait d'ailleurs l'intérêt de cette question de l'éco-anxiété, ou en tout cas des bouleversements psychiques liés au changement climatique. On sait que, et ça fait le lien avec la première question, les personnes concernées, les personnes atteintes de troubles psychiques seront et sont déjà parmi les premiers concernés par le réchauffement climatique, parce que plus précaire, parce que quand il y a un éboulement ou un incendie où tout brûle et où il y a un risque finalement vital, on sait que par exemple ça va être très pourvoyeur de syndrome de stress post-traumatique. On sait que malheureusement dans notre société encore, probablement qu'en cas d'urgence climatique, les personnes atteintes de schizophrénie ne seront pas considérées comme étant la priorité du gouvernement et d'une partie de notre société. On l'a vu pendant la crise du Covid et malheureusement, on sait, on peut bien sûr le reprocher, et c'est ce que je pense qu'on est un peu tous là pour ça aujourd'hui, mais ça reste une réalité peu reluisante. Donc, c'est pas parce que c'est pas une nouvelle pathologie que c'est pas un sujet en psychiatrie qu'il faut pas s'en occuper, effectivement. Et après, la dernière question, c'était est-ce que ça m'inquiète? C'est sûr que c'est compliqué parce que justement, et c'était aussi un des apprentissages, ce serait un grand mot, mais quelque chose qu'on a réalisé pendant le Covid, des patients qui étaient inquiets de la tournure que ça allait prendre et de savoir jusqu'où ça allait aller et de se dire que les jours étaient quand même très mornes et se ressemblaient pendant le confinement. Et il me disait ça en téléconsultation. Ayant fait le confinement à Paris, et bon, j'avais la chance du coup de travailler, mais bon, c'était quand même assez réduit. Bon, il y a quelque chose de très universel dans ce qu'il vivait et qu'il a aussi, il fallait pas le psychiatriser entre guillemets. Ceci dit, je pense que, et ça rejoint tout à fait ce qu'ont dit Sandrine et Philippa, concernant en tout cas la santé mentale, pour l'état de la planète, c'est un autre débat, mais concernant la santé mentale, on est à un moment où ça n'a jamais été aussi positif, aussi possible d'en parler. On est probablement dans l'histoire de l'humanité le premier moment dans lequel le suicide n'est plus considéré comme un crime, on n'a jamais autant parlé de santé mentale, on fait une place, même si elle reste encore réduite et pas suffisamment, mais quand même assez importante à la question du handicap psychique. Donc, il y a quand même des raisons d'être optimiste aussi parce que, bon là, c'est aussi sur le versant professionnel, mais avoir un psychiatre pessimiste, étant donné que c'est déjà des pathologies qui sont complexes et un environnement social et culturel complexe, c'est un peu ça, probablement un peu la goutte d'eau, quoi. Je veux dire, il y a déjà assez de mauvaises nouvelles sans qu'on ait besoin d'en rajouter dans des parcours qui peuvent être complexes, effectivement. Merci. Alors, vous dites, on n'a jamais entendu autant parler de santé mentale, donc c'est le point positif. Philippa Mott, vous qui officiez en entreprise, est-ce que les entreprises investissent davantage post-crise la problématique de la santé mentale? Elles essaient, elles essaient timidement. Moi, je m'aperçois que c'est pas quelque chose de facile et que la première chose qui est pas facile, c'est d'en faire une priorité. C'est-à-dire, il y a vraiment un changement de culture à opérer, une prise de conscience. Il faudrait, dans l'idéal, que ce soit aussi porté par la direction, que les managers, ceux qui animent les équipes puissent être aussi évalués sur cette dimension-là pour qu'ils aient le temps et le souci d'en faire une priorité. C'est pas facile pour les entreprises de s'emparer de ce sujet. Quand elles veulent le faire, elles savent pas très bien quel type de dispositif mettre en place. Donc, pour l'instant,
je dirais que l'évolution, elle est quand même timide. Elle est timide. On voit dans ce qui est demandé qu'en termes de prévention, il y a une volonté qui augmente d'organiser des webinaires, des sessions d'information. Après, c'est plus difficile de penser les choses de manière plus globale, sur la durée, voilà, de s'organiser et de se structurer. Ça, je trouve que c'est encore un peu timide, qu'il y a beaucoup de chemin à parcourir. D'accord. Merci Philippe. Alors, compte tenu de ce que nous sommes dit, des constats, des risques potentiels, finalement, comment répondre à cet enjeu fondamental de santé publique? Est-ce qu'il faut, je mets des guillemets, dépsychiatriser, mais ça a été c'était évoqué tout à l'heure par Sandrine, est-ce qu'il faut dépsychiatriser la santé mentale en misant sur la détection, la prévention, le bien-être psychologique de manière globale? Jean-Victor Blanc, votre dada, si je puis dire, c'est les stigmatisations, hein, les idées reçues. Elles sont encore bien vivaces. Hein. Quand on vous lit un petit peu, on se dit waouh, et on s'aperçoit même que quand on croit connaître le sujet, on voit qu'on est aussi quand même pas mal atteint par les idées reçues. Donc, comment est-ce que vous luttez contre? Il y a plusieurs axes dans mon cas, alors à la fois je travaille à l'hôpital, effectivement à côté avec Culture Pop et Psy, j'essaie de faire d'autres choses pour toucher aussi des gens finalement qui ne viennent pas à l'hôpital et qui appartiennent à la population générale et qui peuvent avoir effectivement ces idées reçues. L'angle que j'ai choisi, celui de la culture pop, donc du cinéma, des séries, des célébrités, c'est, je trouve, un outil qui peut être assez utile puisqu'on passe par la culture, on passe par des références qui sont communes, on passe par des séries qui sont très populaires ou des prises de parole de personnes qui sont extrêmement suivies, exposées médiatiquement. Et dans notre société, c'est sûr que, comment dire, il y a quand même une force de frappe de ces personnes qui sont très écoutées et qui sont quelque part considérées comme ayant réussi leur vie ou en tout cas ayant une aura ou en tout cas ayant quelque chose à dire. Donc, lorsqu'ils s'emparent de la santé mentale en parlant en leur nom propre avec quelque chose d'assez exemplaire, entre guillemets, ou du moins authentique, je trouve que c'est vraiment des moyens très efficaces d'avoir une sorte un peu de porte-voix, parce que quand c'est Maria Carey ou Selena Gomez qui parlent du trouble bipolaire, à un moment où elles vont bien et où elles expliquent ce qui les ont aidées, etc., c'est sûr que c'est un autre visage et une autre manière de parler de santé mentale que lorsque c'est la rubrique faits divers, avec un article où il y a une dizaine de diagnostics accolés à la suite, puis une dizaine de noms de médicaments et quelque chose de très anxiogène autour de la santé mentale. C'est sûr que c'est pas la même manière d'en parler et c'est pas la même manière dont l'information va être retenue et va être finalement va être intégrée. D'où l'idée, et d'ailleurs on peut en dire un mot puisqu'en plus Sandrine est là, donc on va pas faire de la pub, mais malgré tout, on lance aussi un festival justement Pop et Psy pour parler justement et montrer un peu tout ça. On va parler de l'éco-anxiété, on va parler de plein de questions qui traversent en ce moment la sphère de la santé mentale avec à la fois des personnes concernées, des artistes, dans une ambiance qui se veut festive et justement pour montrer que finalement le sujet, et c'est pour ça qu'on sent qu'il y a quand même un retour de balancier que je trouve assez positif. On l'a vu avec le sujet par exemple de l'écologie, du féminisme. C'est des sujets qui concernent tout le monde et qui aujourd'hui sont traités sous plein d'angles différents, que ce soit le documentaire, la fiction, des festivals, des chansons, bon, un peu de manière artistique, scientifique. Enfin bon, chacun apporte un peu sa pierre à l'édifice. Aujourd'hui ou peut-être demain, en étant un peu plus réaliste, optimiste aussi, ce sera la même chose pour la santé mentale. Merci. Dites-nous où est-ce que les gens peuvent se renseigner sur ce festival Pop et Psy? Bien sûr. Donc, sur les réseaux sociaux, c'est sur Culture Pop et Psy. Il y a également le site sur lequel on va publier le programme cette semaine, qui c'est popepsy.fr. Donc, sur Instagram ou Facebook ou sur le site directement, on est en train de publier tout ça. Parfait, merci. Amélie Verdier, je ne vous oublie pas. Je vous donnerai la parole à la fin de cette étape-là. Je vais revenir vers vous, Philippe Dacosta, président de la Croix-Rouge française.
parce que vous avez commencé tout à l'heure, vous avez commencé à en parler. Donc, quels sont les projets vraiment concrets, les actions que vous comptez déployer donc auprès de l'ensemble des publics vulnérables pour anticiper donc ces Le, risques? le le préalable, c'est d'abord de déployer une approche qui soit une approche citoyenne de la santé mentale. La santé mentale doit être l'affaire de tous. Et en fait, pour lever le défi de la santé mentale, il doit y avoir un engagement où toute la société doit prendre sa part. Et on peut prendre collectivement soin les uns des autres, une approche qui va du bénévole au citoyen. Enfin, on doit pouvoir aussi nous intéresser aux questions d'éducation, on l'a entendu tout à l'heure, les uns des autres, et la bonne prise en compte du bien-être psychologique des proches. Donc, il y a cette réalité de faire système et des personnes que nous accompagnons, de nos volontaires, de nos personnes présentes dans nos activités, tout ça se nourrit mutuellement. Un élément important pour nous aussi, c'est la proximité, le maillage territorial, la présence sur les bassins de vie. C'est un atout considérable et quand on a 900 unités locales de la Croix-Rouge, c'est là où les choses vont se jouer. Alors, pour avancer plus concrètement sur ce plan déploiement de notre stratégie et sur le domaine de la santé mentale, on porte une attention toute particulière aux formations au premier secours psychologique, avec comme ambition, face aux crises que j'évoquais tout à l'heure, de mettre en œuvre, de déployer des modules de formation de premier secours psychologique à destination à la fois de nos volontaires et en priorité ceux qui interviennent en situation d'urgence sociale, dans les maraudes, au niveau des secours, des postes de secours ou du réseau. Et puis aussi créer une formation de base en soutien psychologique, d'accueil, d'écoute et d'orientation pour l'ensemble des volontaires. C'est un élément qui constitue la première brique qui permet de diagnostiquer, d'orienter et d'accompagner. Enfin, la question du développement des compétences de nos intervenants en soutien psy, quelle que soit la nature de la crise, est essentielle, et de mettre le lien social au cœur des réponses qui passe aussi par l'étape de relever les personnes dans la situation, de faire route avec eux et de repenser nos dispositifs téléphoniques. On voit bien que ça a pris une certaine ampleur au cours des dernières années. De façon plus générale, on avait l'année dernière, à l'occasion du sommet mondial de la santé mentale qui avait été organisé par la France en octobre 2021, insisté aussi sur toutes les initiatives que nous portons de lutte contre la stigmatisation et la discrimination, qui sont des éléments aussi importants pour avancer. La question de la prévention pour sensibiliser le citoyen, et là on a beaucoup d'initiatives autour de cet enjeu de prévention, et l'accès aux soins en santé mentale et l'accompagnement psychologique fait partie des enjeux essentiels sur lesquels on souhaite pousser les feux. Et puis, on l'a dit depuis tout à l'heure, l'attention aux personnes et aux acteurs de la santé. Merci Philippe Dacosta. Revenons au monde des entreprises avec Philippa. Donc dans le monde de l'entreprise, le travail, c'est à la fois un lieu de fragilisation avec le harcèlement, etc., mais aussi de prévention ou de rétablissement en matière de santé mentale. Donc, vous, quand vous intervenez, enfin, quels seraient d'abord, est-ce qu'il y a des freins, vous l'avez un peu évoqué tout à l'heure, mais des freins à lever? Est-ce qu'il y a des actions à promouvoir en entreprise? Et je rappelle, j'ai lu ça quelque part, mais je n'ai pas la source, qu'il y a 50% des absences au travail qui sont liées donc aux troubles mentaux. Alors, c'est la première cause d'invalidité et la deuxième cause d'arrêt de travail. Donc, effectivement, on l'a peu, enfin, je l'ai peu évoqué tout à l'heure, mais déjà, il y a des enjeux qui sont forts dans les entreprises à prendre en charge cette problématique parce qu'en termes de risque, il y a des arrêts maladie de longue durée. Quand quelqu'un a un problème de santé mentale, quel que soit le degré, quelle que soit la forme, ça impacte toujours le travail. Il y a une baisse de la qualité du travail. Si l'entreprise prend pas soin de la santé mentale de ses salariés, elle risque de voir s'en aller des personnes qui sont talentueuses. Il n'y a pas d'opposition entre la fragilité psychique et le talent. Il peut y avoir aussi des difficultés de recrutement. De plus en plus, les jeunes générations souhaitent que les entreprises intègrent ce paramètre de faire attention à l'équilibre psychologique des salariés. Donc, une entreprise qui le ferait serait une entreprise plus attractive, notamment pour ce qu'on appelle la génération Z, de ceux qui sont nés entre 97 et 2000. Il semblerait que pour ces générations-là, ce
ce soit vraiment important. Donc, il y a un vrai désir de la part des salariés que ce soit pris en charge. Et ce n'est pas facile pour les entreprises de le faire. Donc, la première étape, ce serait de commencer par en faire un sujet. D'oser en faire un sujet, d'oser se positionner comme une entreprise qui se préoccupe de la santé mentale et qui va mettre en place un certain nombre de choses pour pouvoir faire de la prévention et accompagner les salariés quand ils sont en difficulté. Donc, en fait, il y a 3 niveaux sur lesquels on pourrait intervenir. C'est de la sensibilisation pour l'ensemble des salariés, qu'ils sachent identifier les signaux, voilà, quand ils sont en difficulté, de pouvoir identifier les signaux chez les autres et savoir comment réagir. Le fait aussi de pouvoir outiller, j'aime pas trop ce terme, mais les managers, parce que les managers, ils sont en première ligne. Donc, de pouvoir leur donner des moyens de savoir comment identifier les signaux, engager le dialogue avec les salariés en difficulté et pouvoir les orienter vers des relais. Et donc, le fait de mettre en place des dispositifs internes qui puissent prendre le relais des managers pour accompagner les personnes qui seraient en difficulté et favoriser le maintien dans l'emploi. Alors, je pense que cette réflexion-là, elle n'est pas révolutionnaire et que les entreprises ont conscience de ça. Mais après, il faut y consacrer du temps, des moyens. Et je pense que parce qu'il faut faire attention à ne pas faire de la cosmétique, quoi, à ne pas uniquement être dans le discours, dans la vie de quelqu'un quand il y a une problématique de santé mentale qui se présente. Ça a vraiment des impacts sur le plan professionnel, personnel, des impacts qui sont forts. Donc, voilà, il ne faut pas rester uniquement dans le discours, mais vraiment essayer d'avoir une approche globale, stratégique et d'engager l'entreprise à un haut niveau pour prendre en charge les choses, quoi. Pardon, merci Philippa. Amélie Verdier, qu'est-ce que vous pensez de comment est-ce que vous réagissez à ce qui vient d'être dit? Est-ce que vous pouvez revenir aussi sur les priorités de l'ARS en matière de santé mentale? Alors, il y a énormément de choses qui ont été dites, je ne vais peut-être pas réagir sur tout, mais vous avez demandé tout à l'heure s'il fallait dépsychiatriser ou pas la santé mentale. Je trouve que le débat est, moi je le trouve intéressant aussi justement pour illustrer pardon, mais on a besoin de psychiatres, je crois, pas seulement du docteur Blanc, mais on a besoin d'une prise de conscience collective. Et donc en fait, c'est aussi ça qu'on essaye de faire un peu dans le continuum. Moi, je pense que à ce stade, je ne crois pas qu'il y ait énormément de dispositifs incitatifs pour les employeurs, mais je pense que chacun se dit, comme vous le dites très bien, Philippe Amotte, que en fait, c'est important. Pour la RS Île-de-France, juste, ça peut vous paraître complètement anecdotique, mais on est un peu moins de 1100. On a mis en place une cellule d'écoute psychologique et on a été surpris du nombre d'appels, en fait, en sortie de crise, à ce moment où on se dit est-ce qu'il y a des compensations, etc. Une cellule d'écoute ou d'aide psychologique, c'est pas de la psychiatrie. Mais c'est aussi de se dire, et je pense que ça participe de ce qui a été dit tout à l'heure, je vais aller voir le programme de PopMC, là, ça a l'air intéressant. Mais non, mais juste d'admettre que des difficultés existent, qu'on a le droit d'en parler et qu'à cette occasion, peut-être qu'il y a des troubles plus importants qui vont être détectés et peut-être pas. Mais c'est pas dépsychiatriser la santé mentale, c'est admettre que c'est l'affaire de tous et que donc il y a tout un panel d'actions à mettre en place dans l'ensemble des environnements. Et c'est aussi une réflexion assez intense qu'on a, nous, d'ailleurs, avec l'ensemble des psys, je fais exprès de le dire psy de la région, c'est de dire qu'en fait, les psychologues peuvent apporter quelque chose. Et je suis heureuse pour ma part de constater qu'il y a de plus en plus de psychiatres qui non seulement l'admettent, mais le revendiquent, ce qui n'est pas historiquement forcément toujours le cas. De se dire qu'on a une action spécifique à faire de prévention sur les populations les plus ciblées. Donc, en fait, voilà, je ne vais pas vous reparler du dispositif Mon Psy, des consultations prises en charge par la sécurité sociale, ça c'est ce qui est fait en population générale, mais aussi de dire que, par exemple, suite aux assises de la santé mentale, on déploie des postes de psychologues dans des structures d'hébergement d'urgence, en se disant que c'est aussi des personnes là qu'il faut aller chercher alors qu'elles se disent qu'elles ont plein d'autres problèmes de santé, donc en fait, ce n'est pas de ça forcément qu'elles vont parler spontanément. Alors même que les déflagrations associées peuvent être extrêmement importantes. Donc, il y a bien cette idée, pour revenir sur les axes de ce qu'on essaye de faire, de renforcer de l'accès aux soins au sens large, et en se disant qu'il y a effectivement des murs aussi à faire tomber, parce que ça fait peur, je pense quand même que le docteur Blanc ne nous en voudra pas, mais ça fait peur, la psychiatrie. Donc, c'est aussi une manière de dire comment est-ce qu'à un moment, on peut la faire partager. Nous, à l'ARS, on a considéré que la santé mentale était notre première priorité
au sein de la stratégie, y compris d'investissement en santé, donc dans le cadre du Ségur de la santé, peu importe, moi j'ai fait le choix de dire on prend tous les projets psy, à la fois ceux des établissements de santé mentale et ceux des projets voilà, qui concernaient, je dirais, soit l'étage, soit l'aile, peu importe, de psychiatrie d'un hôpital général, parce que c'est quand même très souvent le parent pauvre. Et moi, ça m'avait énormément frappé en arrivant quand même, enfin en prenant mes fonctions, de voir à quel point c'était quand même, ça restait un peu caché, quoi. Donc sans qu'on en soit à l'hôpital psychiatrique au 19e, même s'il nous en reste quand même un certain nombre dans la région. Moi, je trouve ça, je me permets, Philippe Amotte, de vous rendre hommage, hein, parce que c'est courageux d'évoquer ce que vous dites, hein, de voir comment vous avez pu être prise en charge, que la contention, ça existe toujours. Ben, c'est aussi en faisant tomber ces murs-là qu'on arrive à faire. Et alors, il y a des professionnels extrêmement engagés dans ces questions, mais à condition, effectivement, qu'on les laisse un peu s'exprimer, quoi. Voilà. Sans que ça soit exhaustif, je voudrais aussi dire, on a beaucoup parlé de prévention, je pense que ça, c'est aussi dans les suites de la crise. On a aussi vu l'intérêt, encore une fois, dans un point de vue de bien-être mental, hein, pas de forcément tout soigner, encore que, de développer aussi d'autres types de prise en charge qui ne sont pas forcément alternatifs à des traitements médicamenteux, mais j'étais quand même assez impressionnée de voir le nombre de psychiatres qui montrent les bénéfices de l'activité physique. En fait, en quelque sorte, on l'a à contrario vu tous les problèmes associés au moment du confinement, mais voilà, le sport santé, pas seulement à l'occasion des JO, mais notamment est aussi une occasion de remettre une place à l'activité, voilà, pour ceux qui peuvent le faire. Et y compris, il y a des travaux de recherche hein, sur la question qui se développent, notamment pour les jeunes, en montrant en fait comment est-ce qu'on remet aussi, on fait du sport, pas forcément, on le dit d'ailleurs assez intuitivement hein, pour se sentir bien, mais ça fait partie des axes de développement pour des troubles plus complexes. Donc, voilà, je ne vais pas tout citer, on a vraiment, je l'avais introduit tout à l'heure, essayer de renforcer aussi tout ce qui est dispositif de signalement, médiation, entraide, et ça, je crois que ça fait aussi écho à ce que vous avez dit, c'est-à-dire que enfin, c'est vraiment des pathologies pour lesquelles il y a de l'éducation thérapeutique du patient à faire et à consolider, et en fait, à aussi admettre que même pour ce type de pathologie-là, c'est peut-être les patients qui connaissent un peu le mieux ce qui leur arrive. Ça fait aussi partie des axes qu'on essaye de soutenir. Donc, il n'y a de toute façon pas de ressources infinies, mais on a vraiment mis l'accent un peu symboliquement en stratégie d'investissement sur ces projets-là, mais aussi médicalement, parce qu'encore une fois, je reviens toujours à la santé des jeunes, mais moi, je suis extrêmement frappée, enfin, y compris, on a comme on disait, des études à l'Observatoire régional de santé, mais notamment en pédopsychiatrie, voilà, d'un nombre de cas qui est objectivement en augmentation. Et donc, il faut qu'on ne rate pas la détection de ces cas-là, qui peuvent d'ailleurs peut-être être, dans l'absolu individuellement mieux traités, mais pour lesquels on n'est aujourd'hui pas au niveau en termes de moyens, hein, c'est très clair. Merci, Amélie Vernier. Justement, oui, je pose la question des moyens, effectivement. Sandrine Broutin, je pense que je ne vous ai pas posé la question entre prévention et, on l'a évoqué, hein, mais si on se projette 2030-2050, et peut-être que Philippe Dacosta, vous pourrez compléter, entre prévention et prise en charge, l'approche du point de vue de votre point de vue et du point de vue de l'œuvre Falleret qu'il faudrait avoir en matière de santé mentale. Et pourquoi? Parce qu'on a dit énormément de choses. Et je crois que le mieux à faire, c'est ce qu'on est en train de faire là en ce moment, c'est de parler de santé mentale. On l'a dit avec Jean-Victor Blanc, voilà, Philippa, on n'a jamais autant parlé de santé mentale, mais je crois que c'est de cette manière qu'on va vraiment pouvoir faire bouger les lignes. On commence à sentir des frémissements dans le milieu professionnel. Les personnes se posent des questions sur leur santé mentale et c'est une bonne chose pour qu'on puisse évidemment répondre à ces questionnements. La santé mentale, voilà, c'est l'affaire de tous et je crois que maintenant on est convaincus, mais pour autant, et Jean-Victor l'a dit, ça reste quand même difficile d'y penser régulièrement, de se représenter sa santé mentale, de penser à en prendre soin. Voilà, donc
Et la difficulté, c'est que encore trop souvent, ces troubles et les personnes qui vivent avec sont particulièrement stigmatisées, on l'a vu. Hein, les personnes qui vivent avec un problème de santé mentale sont considérées comme fondamentalement différentes, voire déviantes à certains moments encore. Cette stigmatisation, elle aggrave la fragilité des personnes, des proches qui souffrent, qui sont démunis face à ces situations. Elle retarde l'accès aux soins, l'accès au diagnostic et l'accès au rétablissement. Donc, on doit à faire évoluer le regard sur les maladies psychiques, à en donner une vision qui soit porteuse d'espoir, pour faire évoluer les consciences. Et cela passe par une information et des regards médiatiques plus justes, moins caricaturaux. En 2050, pour nous, nous devrions pouvoir parler de santé mentale dès la maternelle, l'inclure dans les programmes de santé publique, à l'instar de ce qu'on connaît pour la santé bucco-dentaire, par exemple, avec des campagnes comme la campagne MTDent qui a bien marché. Alors, on voit des initiatives, des évolutions, bien sûr. Hein. On a parlé des consultations de psychologues. Je crois qu'il y a des consultations prévues gratuites aux âges charnières, mais c'est proposé à partir de 25 ans, là où on sait que les maladies psychiques surviennent dans une grande majorité des cas à l'adolescence. Donc, il faut vraiment travailler dès le plus jeune âge. On parle des problèmes de la petite enfance, des adolescents qui sont extrêmement inquiétants. Donc, je pense qu'il faut donner les moyens aux enfants de se sentir à l'aise avec l'idée d'évoquer son humeur, la manière dont on se sent avec ses proches, avec ses copains, avec son médecin traitant, de pouvoir parler sans honte de ses émotions. Et je pense que cela doit vraiment s'apprendre au plus jeune âge. Donc ça, c'est vraiment un point central. Ensuite, bien sûr, en matière de prévention, il y a déjà pas mal d'initiatives de prévention primaire. Il faut encore une fois se donner les moyens dans toutes les sphères, hein, que ce sujet soit un sujet finalement assez banal, dont on peut parler à tout moment. Et au-delà de ça, sur un plan plus professionnel, en 2050, on l'a vu, hein, la santé mentale, alors je reviens, il n'est pas question de dépsychiatriser, hein, mais simplement de ne pas faire porter sur l'un ou l'autre secteur la responsabilité finalement de la prise en compte, hein, de la santé mentale dans son entièreté. C'est d'aller vers une expertise partagée du politique, des professionnels, des personnes concernées, des familles. Je pense que pour faire travailler ces questions de représentation sociale et de stigmatisation qui sont véritablement des freins, il faut travailler à partir des lieux de rencontre, des occasions de maillage partenarial et donc aller peut-être vers l'hybridation des lieux, des métiers, des formations. On voit déjà des évolutions significatives. On voit les instituts régionaux de travail social générer des partenariats avec les universités pour permettre de faire évoluer les formations des professionnels. Je pense qu'il faut... là où je reviens sur, et on l'a dit, on est plusieurs à le dire, c'est maintenant un sujet sociétal. Il faut construire ensemble, hein, politique, administration, fonctionnaires, décideurs du monde public, acteurs économiques, acteurs d'intérêt général, associations. Il faut qu'on construise ensemble des coopérations intelligentes qui nous permettent de véritablement ouvrir cette question de santé mentale et ces programmes de santé publique sur la société. Sandrine Boutin, merci. Philippe Dacosta. Oui, peut-être quelques compléments en prolongation. La première, c'est, je pense qu'il y a vraiment une nouvelle étape qui s'est engagée où on nomme les choses et on voit bien que dans le débat public, dans le débat citoyen, ces questions de santé mentale, de bien-être psychologique sont maintenant présentes et bien présentes. Moi, je relève deux choses. C'est le fait que les publics jeunes et seniors sont sans doute ceux qui ont été les plus impactés par la crise sanitaire qu'on vit et qu'en cela,
on a vu monter dans le pays des dimensions de solitude extrêmement importantes, d'isolement social aussi sans précédent par rapport, et donc de rupture. Et donc toute la question qui se pose, c'est comment on retisse ce lien. Nous, on va sortir le 10 octobre prochain un rapport sur la santé mentale des personnes âgées. On le fait au niveau international avec la Croix-Rouge espagnole, avec d'autres sociétés nationales Croix-Rouge à l'occasion de la journée mondiale de la santé mentale. Et ça, c'est vraiment important pour nous d'avoir conscience qu'il y a des publics qui sortent plus fragilisés de la situation que l'on a vécue ces dernières années et qui, aujourd'hui, doivent être appréhendés avec des réponses à la hauteur des enjeux. Il nous semble qu'il y a 3 grands défis. Le premier défi, c'est de relier prévention et éducation. C'est-à-dire qu'il y a certes des enjeux de prévention primaire et autres, mais il y a une question d'éducation et dans nos écoles, dans les lieux d'éducation populaire, à la Croix-Rouge, de disposer d'outils, de jeux de formation, de sensibilisation qui sont et qui permettent véritablement d'amener ces sujets-là et de porter des réponses. On a que par le même, nous, développer des options Croix-Rouge qui vont aussi sur cette question de la vie sociale dans les collèges et dans les lycées, qui servent aussi à gérer ces relations humaines à l'intérieur des classes. C'est un élément important. Deuxième élément pour nous, le deuxième pilier sur lequel on porte beaucoup d'attention, c'est les enjeux de protection. Lors de la campagne présidentielle, les 2 grandes demandes qui étaient exprimées par les Français, c'était le pouvoir d'achat et la protection. Et donc, il nous semble que le beau mot de protection aujourd'hui appelle des réponses qui passent aussi par les politiques publiques, certes, mais aussi par l'engagement des associations ou des acteurs de la société civile en général, de la capacité à rassurer et à apporter ces éléments de protection. Puis le troisième élément, c'est la question du lien, de la relation. On voit bien que la rupture de lien, et ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur l'isolement, est caractérisée et que toute la question du lien social, de l'accompagnement vers l'autonomie sont autant d'outils et de leviers sur lesquels, je pense, le bien-être psychologique peut grandir et s'améliorer. Merci beaucoup, Philippe Dacosta. Je profite pour dire aux participants qu'on arrive bientôt à la fin. Si vous avez des questions, posez-les dans le fil et Thierry Calva, que je vais faire monter sur le plateau, si je puis dire, nous les transmettra. Je voudrais juste demander à Jean-Victor Blanc, pour vous, l'hôpital psychiatrique idéal en 2050, il ressemble à quoi? Sachant que je crois qu'il y a 3 millions de personnes qui souffrent de troubles sévères en France. C'est une question... Vous êtes un créatif, vous papez c'est ça, tout ça, donc vous avez bien projeté sur l'hôpital psychiatrique idéal. C'est une question, honnêtement, qui est assez vertigineuse, parce que en ce moment, moi, je travaille à la PHP, donc qui est à la fois un immense navire et en même temps qui cumule quand même beaucoup de problèmes, clairement, qui touchent tout le système de santé et à l'intérieur duquel la psychiatrie est traitée comme un peu dans le reste de la société, c'est-à-dire moins bien que le reste. Donc, on est vraiment dans le problème du problème du problème. Donc, c'est un peu les poupées russes. Donc, en 2050, l'hôpital psychiatrique, évidemment, il faudrait qu'il soit ouvert, il faudrait qu'il y ait du personnel dedans, parce que malheureusement, souvent, quand on a l'impression que tel que l'hôpital est pensé, on pense au bâtiment, ce qui est déjà très bien, même si ça ne répond pas toujours aux spécificités en psychiatrie, mais à l'intérieur, c'est surtout le personnel qui fait que c'est un hôpital et pas juste un bâtiment. Donc, il faudrait qu'il y ait du personnel, il faudrait que ce soit un lieu attractif. Et là-dessus, c'est vrai que si on peut, si vous me permettez de rêver un peu, on se rend bien compte, et d'où l'idée du festival qu'on fait avec l'œuvre Faleret, c'est de aussi sortir la psychiatrie de l'état de vétusteté dans lequel elle est depuis trop longtemps, que ce soit en termes de vétusteté géographique, en termes de décoration, en termes de tout.
et en fait en parler dans des endroits alors qui pour l'instant sont des endroits privés ou à but non lucratif comme le Grand Contrôle ou comme MK2 ou des cinémas ou voilà des endroits dans la cité parce qu'en fait il n'y a pas de raison qu'à partir du moment où on soit atteint d'un trouble psychique on considère que c'est normal de se retrouver dans le KGB de l'hôpital et que s'il y a une douche pour 40 c'est déjà très bien et que et qu'en fait c'est un peu le moment mais c'est parfois étonnant de voir à quel point on accepte ça et à quel point tout le monde a l'air de trouver ça normal et à quel point et c'est pour ça que le détour par la pop culture il peut paraître un peu parfois un peu lointain, un peu voilà c'est Hollywood, et en même temps je trouve que c'est une bonne manière de montrer qu'en fait sur d'autres sujets on n'accepterait pas ça et quand c'est la santé mentale on croit que tout est permis quoi. C'est pas grave si il manque des lits, c'est pas grave si on met 4 personnes dans une chambre, c'est pas grave si on attache quelqu'un parce qu'il n'y a pas de personnel. En fait, alors que si on se dit que c'est un grand patron, une star de la pop ou l'héroïne de telle ou telle série, tout de suite ça donne un visage, on dit ah oui en fait c'est juste pas normal quoi. Donc l'hôpital de 2050, j'aimerais qu'il soit alors au moins aussi bien que le reste de l'hôpital, mais même en étant ambitieux mieux et pensé pour, et en tout cas qu'il n'y ait pas ce système de deux vitesses parce qu'après c'est sûr que c'est pas comment dire, il y a des problèmes qui sont communs à l'hôpital psychiatrique, qui sont communs à tous les hôpitaux, mais en même temps là aussi pour pas être trop plombant, grâce entre guillemets au Covid et aussi quand même au fait qu'à la fois on s'est rendu compte que c'était quand même pas mal d'avoir des hôpitaux, que ça pouvait servir d'avoir des médicaments, que en fait quand la santé va pas, finalement le business et tout le reste de la société ça marche pas très bien non plus. Et le fait que là on a atteint globalement un point un peu de non-retour, je pense, au niveau du fonctionnement. Quand on voit le nombre de départs, que ce soit les psychiatres, je vois les questions, mais aussi les infirmiers, là, qui sont un peu le gros problème de la rentrée à la PHP. Une fois que ce constat-là, il est fait, on peut que aller dans l'autre sens et au moins, là, disons que c'est visible et on peut plus nous dire ah bah non, c'est juste un manque, enfin c'est parce que c'est pas un manque de personnel, c'est pas un manque de moyens, c'est juste que c'est comme ça et que maintenant c'est l'hôpital des gens debout et debout, sous-entendu, qui restait pas trop longtemps quoi. Donc on espère que de cette crise ressortent des choses un peu plus pérennes et en tout cas c'est plus possible aujourd'hui de faire la politique de l'autruche, donc ce serait l'opportunité de la crise, en quelque sorte. Effectivement, je pense qu'on ne peut plus, en tout cas, dire aujourd'hui, si un gouvernement nous dit, bah oui, de toute façon, il y a trop de lits d'hôpitaux, il y a trop de lits de réanimation, et voilà, il y a trop de médecins, donc on va diviser le nombre de médecins en formation. Bon, c'est vraiment l'idée du numerus clausus. Hein. Les médecins, ça coûte cher, donc s'il y a moins de médecins, il y aura moins de problèmes et moins. Bon, je pense pas que la pilule elle puisse passer de nouveau en 2022, donc en creux, on se dit que ça peut être que mieux. Bien, merci beaucoup Jean-Victor Blanc. Je vais quand même demander à Amélie Verdier si elle a une courte réaction et Philippe Amotte aussi si vous voulez ajouter quelque chose. Et tout en vous parlant, je fais monter donc Thierry Calvin sur le plateau qui va nous faire part des questions. Voilà. Il devrait arriver. Amélie Verdier. Juste en 3 mots, parce que je ne peux pas rester sans réagir, mais vous avez raison de mettre de la passion dans ce que vous dites, parce que personne n'accepte effectivement les situations de vétusté qui existent en 2022, hein, c'est vrai. Mais je voudrais juste vous dire que effectivement, ça me révolte et c'est aussi pour ça qu'on a pris 100% des projets bâtimentaires. Ça fait pas tout, mais je voudrais dire que donc en 2022, en décembre, là, ça ne sera pas résolu, mais en 2050 quand même, ce que vous décrivez, qui existe avec des chambres à 4 lits, une douche pour 40 et tout ça, ça n'existera plus, et même assez avant 2050 quand même, j'espère. Ça, c'est mon premier point. Deuxièmement, dire que sur la contention, c'est un sujet grave et qui préoccupe effectivement les soignants, et je pense que c'est le sens de ce cercle aussi, de discuter de ces questions. Donc, je ne vous dis pas, là encore, hein, que ça n'existe pas,
mais je pense qu'il y a non seulement une réglementation, mais un sens profond de ces règles qui est… Voilà, je ne voulais pas juste vous laisser dire qu'en fait, on accepte ça. Personne n'accepte ça. Je peux vous dire que j'ai même des courriers de directeurs qui me disent dans quelles conditions cet été, aux urgences, ils ont dû, dans certains cas, la réglementation prévoit des exceptions, en arriver là, et personne n'accepte ça. Voilà, c'est juste un petit peu mon émotion à moi pour vous dire qu'encore une fois, je ne nie pas cette réalité. Mais je pense effectivement, et l'organisation même de ce débat le montre, voilà, on ne s'y résout pas. Et je pense qu'on a objectivement des chances de montrer qu'il y a une évolution assez substantielle qui va se produire dans les années qui viennent. Je n'en dis pas plus à ce stade. Merci Amélie Verdier. Philippe Amotin, oui. Ouais, le on était très inclusif. Hein. Quand je dis on accepte, bon, moi-même travaillant à l'hôpital, concrètement, quand il y a une douche pour 40, voilà, donc c'était pas du tout, mais merci pour les précisions, et justement, des raisons de plus d'être optimiste. Merci. Philippa, tu souhaites ajouter un mot? Déjà, je suis très contente d'entendre qu'on n'accepte pas, parce que je pense que cette non-acceptation, elle est relativement récente, et qu'il n'y a pas si longtemps, c'était des choses qui étaient considérées comme des méthodes thérapeutiques, la contention, l'isolement. Donc maintenant, c'est vraiment, pour moi, vraiment, je suis émue de voir qu'on reconnaît que ce n'est pas la bonne manière d'appréhender les choses, mais ça ne fait pas si longtemps, en tout cas d'après mon expérience personnelle. Autre chose, c'est que j'ai trouvé très intéressant le fait que Madame Verdier parle du sport et parle de toutes ces autres méthodes qui sont des outils de régulation et de stabilisation de la santé mentale, qui sont tout aussi importantes que les médicaments, et qui permettent aussi de faire intervenir d'autres acteurs dans un contexte de pénurie. Et donc moi, pour rebondir sur l'hôpital psychiatrique d'ici 2050, je pense que c'est un hôpital où le psychiatre aura son rôle, mais accompagner d'autres professionnels qui viendront établir autour de la personne et avec la personne une stratégie beaucoup plus globale que celle uniquement d'un traitement médicamenteux, et finir par dire que je pense que quand ces troubles seront bien pris en charge, et j'y crois qu'ils le seront et qu'ils vont l'être, ça peut aussi représenter une très grande opportunité à un moment donné dans la vie de quelqu'un d'être confronté à ses fragilités, de découvrir ses fragilités, et de pouvoir mettre en place des pratiques vertueuses pour équilibrer son équilibre psychique et faire face à la vie en intégrant cette dimension fragile qu'il habite et qui a été frottée pour des raisons ou pour d'autres. Moi, j'ai beaucoup grandi en travaillant sur moi et en apprenant à apprivoiser ma fragilité, qui était très conséquente quand même à la base. Et au fond, ça m'a aussi construite, mais j'ai trouvé qu'en l'état actuel des choses, c'était encore trop difficile. C'était vraiment très difficile à faire, dans une très grande solitude. Et je pense qu'aujourd'hui, on doit effectivement mieux accompagner les gens, et que ça peut devenir une opportunité de construction personnelle aussi. Merci beaucoup, Philippa. Bonsoir, mon cher Thierry. Tu as un éclairage assez étonnant ce soir. Tu as choisi un éclairage assez étonnant. Est-ce qu'il y a des questions? J'ai choisi un éclairage qui vise à mettre à l'épreuve nos participants. Alors, en fait, on a assez peu de questions, il faut être quand même tout à fait honnête. Mais néanmoins, il y a plusieurs choses qui sont dites, et notamment, Jean-Victor Blanc, vous évoquiez le fait de faire pour les personnes. Alors, Philippa, vous venez d'y revenir, c'est pour et avec les personnes. C'est un petit commentaire qui est passé, mais plutôt dans une dimension, finalement, le avec d'accompagnement de parcours. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut demain, dans la fonction qui est la vôtre, être plutôt dans une logique peut-être de co-construction, c'est-à-dire d'envisager aussi que les personnes puissent être dans une logique participative. Peut-être si vous voulez réagir. Puis après, j'ai une question plus large qui devrait, je l'espère, vous occuper. C'est vrai qu'au fond, plus on a entre les mains en tant que personne concernée d'outils qui ne dépendent que de nous, plus on est fort pour faire face aux situations difficiles ou à nos fragilités quand elles se présentent. Et donc, l'idée, c'est que les soignants soient là, ou les accompagnants, pour nous aider à construire notre propre stratégie qui intègre certains traitements qui peuvent évoluer au cours de la vie. Mais je pense que l'enjeu, c'est ça, c'est-à-dire comment est-ce qu'on est le pilote et le compagnon de la mise en place d'une stratégie globale d'hygiène de vie,
de parcours de vie personnel, professionnel, qui puissent cohabiter avec une fragilité qui peut parfois être chronique, quoi, ou pouvoir réapparaître. Très bien. Notre réaction. Non, alors, il se trouve qu'il y a une question qui vient juste d'arriver, qui rejoint en fait un constat que je voulais faire, c'est que Jean-Victor Blanc, vous avez démarré par une définition sous forme de paradoxe, finalement, de la santé mentale, en nous disant, voilà ce que l'OMS nous dit, et néanmoins, si on la regarde bien, c'est-à-dire le bien-être complet, finalement, nous sommes chacun d'entre nous dans une situation d'inconfort au regard de la santé mentale. Vous voyez, il y a un côté très paradoxal et qui amène finalement à la nécessité de serrer finalement le problème dont on parle et qui, dans la discussion et dans le fil de discussion, nous amène à poser la question, qu'est-ce qu'une santé mentale positive? Ou plus exactement, si on veut sophistiquer un peu la question, ou en tout cas la rendre plus concrète, y a-t-il des critères d'évaluation d'une juste santé mentale? Alors, pas tellement. Justement, c'est une question qui est intéressante. Alors, santé mentale positive, bon, ce serait une santé mentale, on va dire, non grévée par les troubles psychiques. Donc, finalement, une santé mentale positive, ce serait une santé mentale qui ne serait pas négative. Et là-dessus, mais c'est une question qui est quasiment philosophique, c'est vrai que à la fois la psychiatrie, elle s'occupe de tout ce qui va être négatif et c'est déjà pas mal. Ce qui est positif, c'est beaucoup plus questionnant. Et je pense que c'est une question qui, pour le coup, ne doit pas se résoudre uniquement, loin de là, à celle de la psychiatrie. Parce que savoir ce que c'est qu'une vie positive, savoir ce que c'est qu'être heureux, épanoui, c'est des questions qui sont passionnantes, mais pour lesquelles, autant pour la santé physique, on a des critères et finalement, en y réfléchissant, parce que c'est une question qui est très intéressante, pas tellement, on dit voilà, au-delà de telle tension artérielle, c'est pas bon pour le cœur, mais on est bien en peine de dire vraiment ce qu'il faudrait idéalement comme tension pour être en bonne santé. Donc finalement, c'est une question qui est compliquée et à laquelle moi je n'aurais pas de réponse comme ça simpliste, je trouve, à donner. C'est 12,8 pour la tension, non? Pardon? C'est pas 12,8 pour la tension? Si, mais on dit en dessous de ce seuil-là, on est à moindre risque, mais c'est pas non plus dire une bonne tension. En fait, une tension, c'est une tension qui n'est pas mauvaise, quoi. Et pour la santé mentale, j'imagine que c'est un peu pareil, encore plus questionnant, parce que s'agit pas de dire voilà, c'est pas les psychiatres qui vont décider ce que c'est qu'une belle vie, ce que c'est qu'une bonne vie, et les rares essais, et en même temps qui sont pas si rares, mais assez catastrophiques, de systèmes politiques qui ont voulu le faire, ça s'est globalement très mal terminé. Et en fait, c'est l'expression d'idéologies bon, qui sont voilà, compliquées et voilà, ça a jamais reposé sur des fondements scientifiques très solides. Donc, Très bien. Merci. Alors, j'ai deux dernières questions, une qui est plutôt à longue main et une qui est très courte. Alors, il nous reste 4 minutes. Alors, je pense qu'elle est adressée plutôt à Madame Verdier. Comment envisagez-vous de renouveler l'attractivité des personnels dont les structures ont cruellement besoin? C'est une question d'une grande urgence à laquelle je vais peut-être vous laisser répondre et je vais vous poser la seconde question, puis ensuite chacun pourra organiser, puisqu'on est dans le cadre d'un webinaire qui est un webinaire qu'on essaye d'avoir le plus prospectif possible. Il y a un certain nombre de choses qui ont été dites, notamment par Philippe Dacosta, qui dit finalement, aujourd'hui, on est rentré au-delà de la fin de l'abondance dans une forme de rupture systémique. C'est-à-dire que finalement, on va être dans un processus d'adaptation plus ou moins permanent. Et moi, la question que je voulais vous poser, elle est double. Qu'est-ce qui, dans ce contexte-là, à votre avis, va procéder de la nécessaire adaptation à la perte de ces repères? Donc finalement, c'est une forme d'inconfort par rapport à ça. Et qu'est-ce qui va procéder de l'enquistement durable d'un certain nombre de troubles? Comment est-ce qu'on peut repérer, faire des différences? Y a-t-il des différences à faire? Ça, c'est un premier aspect. Et si on veut anticiper les choses, alors je crois qu'il y a des choses qui ont été dites en termes de pédagogie, mais est-ce qu'on ne pourrait pas, par avance, peut-être, procéder par exercice, par simulation auprès de populations plus ou moins variées et de les mettre dans des formes de situations d'abondance, de changement systémique
par avance, un peu comme on le fait dans les entreprises quand on fait des séminaires de crise, où on a fictivement, on vit une situation qui est une situation de stress, une situation d'adaptation, et fictivement, on la vit, et derrière, on en retire un enseignement qui, lorsque le problème sera posé, nous permettra de mieux nous adapter. Ce qu'on appelle des exercices de crise. Exactement. Donc, je vous laisse répondre. Peut-être, Madame Verdier, puisque je vous ai posé en premier la question, puis si les autres participants veulent répondre à ma dernière question, ce sera avec plaisir. Merci. Alors, j'ai vu que le temps était compté, donc je vais essayer d'être synthétique. La première question, c'est comment est-ce qu'on rend un environnement professionnel attractif et en fait désirable, quoi. Je pense que c'est aussi comme ça qu'il faut faire. Donc, il y a un certain nombre de choses qu'on fait globalement pour les professionnels de santé. Je ne vais pas vous détailler nos contrats, allocations d'études, nos aides au logement des soignants, etc. Ça, ce n'est pas spécifique aux professionnels de la santé mentale. Mais je voudrais insister sur ces aspects de rendre l'environnement, leur environnement attractif, désirable, durable. Donc, on a parlé d'immobilier en tant que tel, j'y reviens pas. Moi, il me semble très important aussi de leur montrer effectivement qu'ils ne sont pas seuls à prendre en charge ces troubles. Donc, c'est aussi l'occasion de dire que, encore une fois, tout ce qu'on a évoqué tout à l'heure sur la popularisation en fait, de ces troubles, je crois que je l'ai vu dans le chat, je pense que c'est très important aussi qu'on se sentent un peu tous une responsabilité de développement des compétences psychosociales et de repérage de difficultés très important. Et globalement, de redire que la santé mentale, effectivement, c'est aussi l'affaire de tous les soignants et de sortir un peu de l'isolement que certains ont pu vivre et vivent encore comme je l'ai entendu. Voilà, ça parle aux autres. Philippe Dacosta, peut-être? Moi, je terminerai bien volontiers sur 2 points, mais pour poursuivre D'abord, l'engagement. Moi, je constate que l'engagement des seniors est source de vitalité, y compris pour le vieillissement. Toutes les études qui sont faites aujourd'hui démontrent qu'un senior de plus de 65 ans qui s'engage dans le secteur associatif, qui prend des responsabilités, gagne en santé mentale, gagne en bien-être psychologique, parce qu'il est dans une relation d'altérité, dans une relation qui lui permet de recevoir tout en donnant, et c'est un élément très important. Et deuxième élément, pour faire court, c'est la place de la quête du bonheur et du sens. On n'a pas prononcé ce soir. Je pense que dans notre société, la question, elle est là aussi, c'est-à-dire qu'est-ce qui permet véritablement de se lever et d'embrasser des causes qui font sens. On le voit bien, la façon dont la jeunesse rentre dans des logiques de radicalité ou de causes qui se mobilisent fortement, je pense que c'est aussi un élément qui permet à une société de travailler sa santé mentale et son bien-être psychologique, c'est-à-dire d'être sur des causes qui, embrassées collectivement, transcendent les défis qui sont devant nous. Et ça, je crois que ça explique aussi le succès des engagements associatifs dans l'environnement, dans l'humanitaire, un certain nombre de choses qui montrent que c'est aussi une manière de retrouver un équilibre de vie et donc un bien-être psychologique. Merci. Il nous reste une petite minute. Est-ce que l'un de vous souhaite ajouter un dernier mot? Peut-être juste, Édouard, sur l'attractivité. Je crois aussi que c'est la valorisation dans la société, le changement de regard sur les vulnérabilités, sur la santé mentale, qui va faire que les personnes qui vont accompagner ces vulnérabilités pourront se sentir aussi valorisées. Je crois que Denis Pichetot a écrit dans le dernier rapport qu'il a commis sur l'attractivité des métiers, justement. Oui. Je pense que c'est un point central. Bien, merci beaucoup. Au moins, on sait une chose, c'est que nous avons parlé de santé mentale et ça n'est pas rien pendant 1h30. Je remercie les participants qui nous ont suivis jusqu'au bout et un grand merci à vous, Amélie Verdier, à vous, Philippe Dacosta, Sandrine Broutin, Jean-Victor Blanc et Philippe Amotte. Et merci Thierry. À bientôt pour un 7e débat online Dessine-moi 2050. À bientôt, merci. Très bonne soirée à toutes et à tous. Bonne soirée, merci. Bonne soirée, merci. Au revoir.